juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un superbe podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Cette semaine, Olivier n'est toujours pas disponible, mais en revanche, j'ai gagné un nouveau co-animateur. Je veux parler d'un invité qui est déjà passé au tout début du podcast et puis si vous me suivez par ailleurs, vous devez très bien le connaître. Je parle de Bertrand Soulier. Salut Bertrand. Salut Armano. Je vais présenter notre invité puis on reviendra un petit peu sur faire le tour de table pour savoir comment est-ce que chacun et chacune va. Cette semaine, on va parler avec une triathlète qui a fait du court, du moyen, du longue distance et puis qui maintenant s'amuse, performe. Mais on va repasser tout ça en revue. Je tends le micro à Justine Guérard. Salut Justine. Salut. Comment vas-tu Justine ? Ça va très bien, merci. Super, on va pouvoir parler de toi, de ta carrière, de ta carrière de sportive, de triathlète de haut niveau. Je voudrais juste prendre quelques minutes pour saluer notre ami Bertrand qui me fait l'honneur de venir co-animer ce podcast avec moi. Bertrand, rapidement, t'en es où là en ce moment en termes de podcast, de sport ? Ouh, la méchante question. À l'approche des fêtes de Noël. Je suis à l'arrêt total puisque je suis à 20 jours à peu près depuis mon entorse, qui est la première entorse de ma vie. Donc je découvre les joies de l'entorse. Donc ça me fait plein de nouveaux contenus à raconter sur comment on soigne ça, comment on prend ce mal en patience. Et comme je te le disais l'autre jour en plaisantant, c'est que j'aurais pu être une très bonne excuse pour aller nager, mais que je suis très frileux. Et donc, je n'ai pas envie d'aller à la piscine l'hiver, voilà. Et que l'été, je n'aime pas aller à la piscine non plus, parce que j'aime bien aller courir et rouler. Donc, j'ai un gros problème pour me lancer dans le triathlon. Donc voilà, c'est pour ça que pour l'instant, je viens faire le touriste et le spectateur. Mais j'admire en fait ce sport en fait. Mais souviens-toi Bertrand qu'on a commencé à faire une compétition tous les deux ensemble, c'était sur un swimrun. Et tu m'as dit, promis, je me mettrai à nager. Donc il va falloir que tu tiennes ta promesse. Un de ces quatre, je vais venir te botter les fesses ou je vais te fixer un objectif et puis comme ça tu vas te mettre à nager. Oui, mais alors, tu vois, ce qui est pas juste, Armano, c'est que l'an dernier, j'ai fait la IOTA avec plein de triathlètes, où j'avais des triathlètes de très très haut niveau. Les meilleurs, vraiment des très très bons. Et tu sais que sur la natation, je me suis noyé presque. Donc c'était très 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 rude parce que j'ai fait la brasse et faire les trucs en brasse. Et quand il faut être de plus en plus vite, et ben à la fin, j'étais quand même en cuit. Donc j'ai fait 3 boucles quand même, 1500 mètres. Mais je sais que je suis trop lent, donc j'ai beaucoup de travail à faire. Et c'est pour ça que moi, j'apprends et je regarde un petit peu tout ce que font les triathlètes, les séances, comment ils font, etc. Et que je suis admiratif. Bon bah voilà Justine, tu l'auras compris, hein, Bertrand il est en train de faire sa masterclass triathlon aujourd'hui. Il va découvrir comment est-ce que on commence, on progresse et on performe en triathlon. Donc rendez-vous dans quelques années. Bertrand il sera certainement en train de lever les bras en gagnant sa catégorie d'âge, mais bon, on n'y est pas encore. Plus de 80 ans on va dire. Attends, j'ai 30 ans pour y arriver. Bah écoute, il y en a, regarde le papa de Frédéric Bellob, 80 ans, toujours champion de France, il fait toujours 2 triathlons par an. Hein. Ouais, mais c'est beau, et je trouve que c'est magnifique en fait de voir ça, que le triathlon le rend possible en fait. Tout à fait. Bon, moi je propose, monsieur, maintenant qu'on a été très impoli et je t'ai donné d'abord la parole à toi, de rendre la parole à notre invité et eux. Soyons gentlemen. Justine, je te propose de te présenter. Donc dis-nous tout, qui est Justine Guérard ? Et rebonjour à tous. Donc oui, moi c'est Justine Guérard, j'ai 29 ans. J'habite à Nice. Je suis au club du Team Nissa Triathlon. Donc c'est un club assez récent sur Nice, mais qui est maintenant en D1, qui a bien grandi et bien évolué au fur et à mesure des années. Donc il a seulement 5 ans, mais au bout de 5 ans, on est déjà en D1, donc c'est une fierté pour nous. Et moi, du coup, ça fait depuis que je suis toute petite que je fais du triathlon. Donc voilà, j'ai baigné dedans depuis que j'ai 5-6 ans. Bon bah finalement Bertrand, t'as un petit peu de marge avant de progresser. Un petit coucou au gars du team Nissa Triathlon. J'avais croisé le 11 juin quand j'ai fait le 12 juin quand j'ai fait mon avant-dernière étape de défi à Nice. Il y avait Vincent Isaiah qui est venu me retrouver et qui ameutait tout le monde jusqu'à la fin de la promenade des Anglais où j'avais fixé mon étape du jour pour venir courir avec nous. Donc c'était super sympa. Un petit coucou à Vincent. Puis un coucou aussi à Yves Cordier qui est à Nice, alors qui est pas à Nissa mais qui est à Nice aussi et qui est l'un des organisateurs de l'Ironman France à Nice. Justine, donc tu as été super rapide là sur ta présentation, 29 ans, triathlète, tu baignes dans le triathlon, jeu de mots avec la natation, on l'aura compris, depuis tes 5-6 ans.
T'as commencé comment le triathlon justement? Est-ce que c'était par une des 3 disciplines ou est-ce que tu t'es inscrite directement dans un club de tri, en école de tri et puis c'est comme ça que t'as progressé? Alors, donc pour la petite histoire, donc c'est mon père qui faisait du triathlon et qui m'a lancé dans le triathlon. Mais c'est vrai que quand on est jeune, on fait souvent le sport que font les parents. Et du coup, en fait, il a créé l'école de triathlon de Grasse, donc triathlon du Pays Grassois. Et j'ai commencé direct du coup en triathlon. Donc j'ai direct commencé par les 3 disciplines. Et donc au début, ça me plaisait pas forcément des masses parce que en fait, il y avait que des adultes quasiment au club. Et puis après, quand il a créé l'école de triathlon et qu'il y avait des enfants qui sont arrivés, ça a commencé à bien me plaire de m'entraîner avec des enfants de mon âge. Et j'ai commencé à bien accrocher. Et puis c'est vrai que je gagnais beaucoup de courses. Donc c'est ça qui m'a donné aussi le goût quand on est enfant. C'est vrai que ce qui nous attire aussi, c'est de ramener des médailles, des coupes. Du coup, j'ai commencé à apprendre à aimer de plus en plus ce sport. Et puis après, en fait, j'ai jamais arrêté. Enfin, j'ai jamais fait d'autres sports que du triathlon du coup. Et du coup, en commençant par les 3 sports, est-ce qu'il y avait quand même un petit plus sur les sports qui sont plus techniques, notamment la natation, éventuellement la course à pied, ou est-ce que c'était très équilibré? Bon, c'est des questions un petit peu rhétoriques que je pose parce que j'ai commencé le triathlon il y a quelques années aussi, donc en général, il y avait quand même une grosse dominante sur une discipline. Moi, quand j'ai commencé, du coup, bon, j'étais vraiment petite, donc on faisait environ 1 ou 2 séances de natation par semaine. Je devais avoir une séance course à pied et puis une séance de vélo. Et puis petit à petit, quand j'ai approché des catégories minimes où j'avais donc l'objectif de faire les championnats de France, là, ça a commencé à être un petit peu plus sérieux. Donc j'ai commencé à faire 3, 4 séances de natation par semaine. Je faisais un petit peu moins de vélo que le reste. Je faisais peut-être, il me semble, 1 ou 2 séances de vélo par semaine. Et puis, j'avais une séance dure de course à pied. Et je devais avoir un enchaînement vélo-course à pied, il me semble. Et puis après, deux autres séances course à pied qui étaient des petits footings. Donc, c'était déjà des semaines à, je dirais, 15 heures d'entraînement. Donc, en minime, ça commençait déjà à être assez sérieux. Et puis en minime, du coup, c'est là où j'ai eu aussi mon premier titre de championne de France de triathlon. Donc ça a un peu lancé ma carrière entre guillemets. C'est là où j'ai commencé à avoir les premières sélections en équipe de France pour faire les stages avec tous ceux sélectionnés en équipe de France. Donc c'est là où vraiment j'ai commencé à me lancer à fond et à être sérieuse dans ma discipline. Bertrand, tu voulais réagir sur des semaines à 10-15 heures quand tu as 12-13 ans? Bah, non, mais c'est vrai que c'est énorme. On se rend pas compte en fait, parce que c'est vrai qu'on dit le triathlon, il y a beaucoup d'entraînement, mais déjà si jeune, autant de séances. Moi, quand j'étais gamin, quand je jouais au foot, on avait 4 heures d'entraînement et 1 heure de match. Tu Non, vois, Bertrand, on un parle de match. sport. On parle de sport. Pas de foot, on parle de Ouais, sport. arrête, t'es mon cœur. Un footballeur pro, ça fait 12 bandes par match, hein, 11 bandes par Je match. Hein, rigole, je donc, rigole. mais ce que je veux dire, c'est que t'as été après dans des sections type sport-études, des choses comme ça existait en triathlon, comment? Parce qu'il faut le gérer quand même, l'école, l'entraînement et tout. Alors ouais, c'est vrai que franchement, quand j'étais du coup minime cadette, même junior, du coup j'étais au collège et ensuite au lycée et j'avais toutes mes amies qui sortaient un peu le soir, enfin qui commençaient à un peu découvrir les soirées, les petits copains, etc. Et c'est vrai que moi j'avais l'impression de pas avoir du tout le temps parce que je rentrais directement, je me dépêchais de me faire mes devoirs parce que peut-être 1 heure ou une demi-heure après j'allais à l'entraînement. Donc c'était vraiment chronométré, quoi. Je rentrais, je faisais direct mes devoirs et une demi-heure après, je partais à l'entraînement. Et j'avais vraiment pas le temps et pas l'envie non plus de sortir parce que quand je rentrais, j'avais qu'une envie, c'était de me coucher, quoi. Donc c'est vrai que c'était un autre rythme de vie et par rapport à mes copines qui elles avaient le temps de sortir et de faire d'autres choses, moi j'avais l'impression de que mes journées étaient rythmées et que j'avais le temps de rien. Mais au final, bon, maintenant, je regrette pas parce que ça m'a permis de vivre des choses vraiment extraordinaires. Et pour répondre à la question du coup de sport-études, moi, j'étais pas en sport-études jusqu'en cadette. J'étais entraînée par mon père et du coup, j'avais les horaires normales de collégienne, donc ça pouvait des fois terminer assez tard.
Et en cadet de première année, j'ai fait 1 an au pôle de bouloriste. Donc là, les horaires étaient bien aménagés, c'était vraiment pas mal. Mais mais ça m'a pas trop plu, quoi. J'étais un peu jeune et je suis retournée ensuite au lycée avec les horaires normales, avec mon père qui m'entraînait et voilà, c'était pas trop pour moi, j'étais pas assez mature, on va dire. Tu peux nous rappeler par rapport aux catégories d'âge, minime, cadet, ça correspond à quoi? Alors je sais que minime cadet c'est entre 12 et 17-18 ans, mais je me souviens plus des catégories exactes pour qu'on puisse se situer, pour qu'on se rende compte que bah voilà, en minime déjà une quinzaine d'heures par semaine. Alors minime, c'est quatrième, troisième. Donc quatrième, on doit avoir 14 ans, il me semble. Minime, quatrième, troisième. Cadet, seconde, première. Et ensuite, junior, c'est terminale et première année de fac si on fait des études, quoi. Ok, bon, comme ça plante un peu le décor. Tu disais que tu avais l'impression de pas partager la même chose que tes copines parfois, qui elles découvraient la vie en dehors de l'école, en dehors du collège, en dehors du lycée. Est-ce que tu avais l'impression à ce moment-là que c'était une contrainte ou au contraire tu étais heureuse de bâcler tes devoirs et puis de partir à l'entraînement? Bah, c'est vrai qu'il y a des fois, je me demandais pourquoi je faisais ça, parce que j'avais l'impression de vraiment courir de partout et d'avoir le temps de rien, alors que mes copines elles rentraient chez elles tranquillement, et ensuite elles se retrouvaient des fois pour passer du temps ensemble, et moi j'avais pas le temps de faire ça. Et c'est vrai que des fois je me suis posé la question, est-ce que ça vaut le coup, quoi, de sacrifier entre guillemets des choses, des moments de jeunesse avec ses potes pour faire du sport. Mais en fait, après, c'est vrai que c'est toujours la même chose. Moi, je suis une compétitrice avant tout. Et quand j'arrivais sur les courses et que j'arrivais à remporter des bonnes courses, bah, comme mes premiers championnats de France, c'est vrai que là, t'oublies tout et tu te dis, bah, allez, c'est pour ça, en fait, que je faisais tous ces sacrifices et ça valait vraiment le coup, en fait. Tu crois que justement, si t'avais pas gagné ou si t'avais pas fait à minima un podium, ça aurait pu remettre en question ce mode de vie? Bah après, même si j'avais pas fait de podium et que j'étais arrivée, on va dire, top 10 sur mes premiers championnats de France en minime, je pense que dans tous les cas, quand même, ça m'aurait conforté dans mon idée de continuer et je me serais dit que j'étais sur la bonne voie et j'aurais eu envie de continuer dans tous les cas parce que bon, même si c'est vrai que c'est des sacrifices, surtout quand tu es jeune et que tu vois les autres qui commencent à sortir, c'est quelque chose que je fais parce que j'aime quand même ça, même si des fois c'est dur dans l'entraînement l'hiver quand il pleut, etc. J'aime quand même me faire mal et je pense qu'il m'aurait manqué quelque chose si j'avais arrêté. Et j'aurais eu envie de reprendre par la suite, à mon avis. Mais moi, tu vois, j'ai une question sur la jeunesse et tout. Bon, on est à l'approche de Noël. Sous le sapin de Noël, tu demandais quoi? Tu mettais parce que déjà très jeune, tu vivais triathlon finalement. Tu avais vraiment ta vie rythmée par le triathlon. Ça ressemblait à quoi pour toi un Noël réussi? Enfin, tu vois, tu demandais un truc quoi. Alors au Père Noël, puis après tu disais, je veux un vélo, je veux des baskets, je veux un maillot de bain, ou tu voulais des trucs totalement en dehors. Mais c'est une bonne question parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai eu vraiment beaucoup de chance par rapport à ça dès la première année minime, être un peu repérée, on va dire, et d'avoir directement des sponsors Hmm. qui m'ont suivi au niveau matériel. Donc, enfin, en deuxième année minime, j'ai déjà eu en fait un vélo gratuitement. J'avais des affaires aussi, des équipements, donc vélo, course à pied. Et c'est vrai que du coup, par rapport à ça, j'ai eu de la chance et je demandais pas forcément des choses comme ça à Noël. Je demandais plutôt, du coup, pour le coup, des affaires de ville et des choses comme ça, quoi. Ce que j'avais moins dans mon placard, au final, mon placard était plus plein d'affaires de sport que d'affaires de ville. Mais ça c'est normal, c'est parce que tu avais des parents sportifs et comme tu disais, tu faisais le même sport que ton père. D'ailleurs, je comprends pourquoi moi je m'y suis mis tard au triathlon, c'est parce que je faisais le même sport que mon père. Je faisais pas de sport. Hein, Bertrand? Bah, moi, je faisais du sport sur le canapé, mais pendant longtemps. Mais moi, c'est pas dû à ça. Moi, c'est dû, c'est autre chose. Mais non, mais c'est vrai, et c'est une vraie question parce que le financement, ça coûte cher le triathlon. Enfin, le matériel et puis même pour le transporter. Je veux dire, t'as des sports où tu mets tout dans un sac. Là, quand tu te déplaces sur une compétition, faut amener les vélos, faut amener le truc, enfin le matériel. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de dire, bah, très jeune, t'as pu être repéré, sponsorisé. Ça aide beaucoup. Moi, j'ai vu des gamins, on parlait en cyclisme, par exemple, où les parents, sur les vélos, au bout d'un moment, ils craquent complètement, quoi. Ils veulent le mieux pour leurs enfants.
Et de l'autre côté, quand on voit le budget d'une roue carbone, enfin, franchement, c'est dur, quoi, hein, quand même. Un peu. C'est le genre de sport qui coûte cher, quand même. Ah ouais, ouais, c'est clair. Mais surtout que avant, je trouve que les prix des vélos, c'était un peu plus raisonnable que maintenant. Je me souviens que bah du coup, mon père m'avait acheté mon premier vélo c'était un beau vélo pour l'époque. Il me l'avait acheté 1 000 euros. Et déjà, il était en mode, bah voilà, 1 000 euros, quoi. Alors que maintenant, si tu achètes un vélo à 1 000 euros, t'as rien. Enfin, tu peux pas être compétiteur avec un vélo à 1 000 euros au jour d'aujourd'hui, quoi. Enfin, c'est pas possible. Donc, c'est plutôt des vélos qui approchent les 10 000 euros. C'est indécent, quoi. Donc, c'est vrai que pour les jeunes, maintenant, c'est encore plus compliqué, je pense. Ouais, puis ça, c'est un vélo. En général, quand t'es triathlète, surtout sur du longue distance, t'as le vélo d'hiver, t'as le vélo du home trainer, t'as le vélo pour la route, t'as le vélo, t'as le contre-la-montre quand ça monte pas trop et que tu veux vraiment taper dedans, ou si tu finis à Hawaï. Enfin bref, les triathlètes qui s'adonnent à plusieurs disciplines dans le triathlon ont souvent plusieurs vélos dans le garage, donc forcément un budget beaucoup plus extensif aussi normalement. Ah ouais, c'est clair. Bah, sur le longue distance, c'est vrai que moi, j'aime bien avoir pour l'hiver un vélo de route. Et ensuite, mon vélo de chrono pour les compétitions, puisque maintenant je fais du longue distance. Donc c'est vrai que bah, 2 vélos, ça, le budget il monte vite. Puis après, on parle pas des combinaisons qui sont maintenant de plus en plus chères. Et même les chaussures de course à pied, bah, j'ai vu que les dernières chaussures Adidas qui sont sorties, elles étaient à 500 euros. Donc le budget, il est indécent quoi pour les triathlètes. Enfin, ceux qui s'y mettent, ça doit être quand même difficile, sans parler en plus des inscriptions sur les courses. Donc, si tu t'inscris en Ironman, c'est vite 500, 600 euros. Enfin, ouais, c'est compliqué. Franchement, j'ai vraiment de la chance d'être suivie parce que sinon, bah, je pourrais pas me le permettre en fait, hein, tout simplement. Bon, c'est un sujet sur lequel on va venir tout à l'heure justement un petit peu sur comment est-ce que tu vis de et par ta passion pour le triathlon. Revenons un petit peu à toi. Donc très jeune, tu découvres le triathlon, minime, cadet, t'es repéré, t'es un petit peu soutenu. Comment tu passes d'une distance à l'autre? Alors jusqu'à junior, de toute façon, t'as des distances qui sont imposées, tu peux pas aller au-delà. Mais maintenant, tu l'as dit, t'es triathlète longue distance. Donc comment tu passes du super sprint, au M, au L, au XL? Alors, bah, du coup, mes 25 ans, j'étais pas du tout attirée par le longue distance. Même, ça me semblait une discipline. J'avais même pas l'impression que c'était du triathlon. Pour moi, c'était un autre sport. Et enfin, je voulais vraiment faire que du court distance. Et j'avais pour ambition d'essayer de me qualifier aux Jeux Olympiques. Mais bon, comme on le sait tous, c'est quand même très très compliqué de se qualifier aux Jeux. Mais en tout cas, voilà, je voulais me faire plaisir et faire les meilleures performances possibles sur Coupe d'Europe, Coupe du Monde, et essayer déjà de me qualifier sur WTS, ce qui était pas simple non plus à l'époque, et ce qui n'est pas encore simple maintenant. Et donc voilà, je me suis fait plaisir sur court distance, mais au bout d'un moment, j'avais envie de voir autre chose. J'avais l'impression que c'était un peu fermé pour moi. Voilà, il fallait gagner une Coupe du Monde pour pouvoir participer à une WTCS maintenant, d'ailleurs, ça se dit. Bon, j'avais l'impression que j'allais jamais y arriver. Enfin, c'est vraiment compliqué, quoi. Déjà, gagner une Coupe du Monde, voilà, quoi. Faut être déjà très, très, très fort. Et ma meilleure performance, ça avait été de faire une 5e place sur Coupe du Monde, ce qui était déjà bien, mais bon, voilà. J'avais l'impression que j'étais un peu bloquée dans cette discipline et que j'allais pas réussir à me faire, enfin, à aller dans mes objectifs qui étaient de participer à une WTS. Et du coup, voilà, j'ai voulu voir un peu autre chose et tester autre chose. Et c'est il y a 3 ans que j'ai commencé à faire du coup mon premier longue distance qui était à Cannes-sur-Mer et qui a été une vraie galère parce que franchement j'ai subi bah non, en natation ça allait, j'allais dire du début à la fin, mais du vélo jusqu'à la course à pied ça a été j'étais en mode bon bah allez, j'essaye d'être finisher et puis je pensais même pas à la place parce que je voyais les filles qui me doublaient, c'était vraiment dur. Et puis bah voilà, après j'ai commencé à faire des entraînements spécifiques pour le longue distance et plus ça a été, plus j'ai réussi à faire des meilleures performances et à prendre plaisir sur cette discipline qui est vraiment bah voilà, c'est vraiment différent du court distance et c'est vraiment une course contre soi-même en fait, je trouve. Tu disais tout à l'heure que
t'aimais te faire mal, enfin t'es quelqu'un qui aime se faire mal à l'entraînement et que si t'avais pas eu forcément des podiums, t'aurais quand même continué le triathlon quand t'étais plus jeune, malgré le rythme de vie effréné. Là, tu nous dis que ton premier longue distance, t'as souffert de la deuxième épreuve, donc du vélo jusqu'à la course à pied. Mais en fait, qu'est-ce qui t'a fait rester? Pourquoi, Justine? Pourquoi t'es pas retourné aux courtes ou même aux moyennes distances? T'aurais pu faire du half ou des distances un peu entre les deux, entre le court et le half. Pourquoi est-ce que t'es resté, enfin, ou plutôt, pourquoi est-ce que tu t'es orienté vers le longue distance et tu t'es mis, comme tu as dit, à faire des entraînements spécifiques et à progresser au fur et à mesure? Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai commencé le long distance, j'étais toujours quand même dans un club de D1. Donc je continuais les D1 et je prenais toujours beaucoup de plaisir à faire les grands prix de triathlon. Et à côté de ça, voilà, je faisais des courses longue distance. Et bah, du coup, c'est vrai que la première course que j'ai fait en longue distance, j'ai vraiment souffert et subi. Et du coup, c'est devenu un peu un défi de me dire, bah, prochaine longue distance, je veux pas être comme ça, quoi. Je veux pas subir ma course et je veux être meilleure. Et du coup, à partir de ce moment-là, vraiment, ça a été un mode, bah voilà, je veux aller sur mon prochain long et me faire plaisir. Et du coup, bah, pour ça, il va falloir que je progresse à vélo, que je fasse des entraînements plus spécifiques longue distance. Et pareil en course à pied, parce que même si en course à pied sur D1, c'est pas, enfin, c'était pas à l'époque un point faible en tout cas. Bah, par contre, sur longue distance, après avoir posé le vélo, c'était pas la même histoire. Et au bout de 15 kilomètres, j'avais l'impression qu'il fallait que je marche, quoi. Même si je marchais pas, j'avais des courbatures de partout, etc. Donc, je me suis mis en tête voilà, de progresser là-dedans et c'est devenu, ouais, un peu, je pense, un défi, quoi. Je me suis dit, allez, je pars sur une nouvelle, euh, une nouvelle discipline presque, hein. Faut le dire, c'est vraiment différent et voilà, ça m'a plu de me dire, allez, on passe à autre chose, on ouvre une nouvelle page et on essaye des nouveaux entraînements et de voir ce que ça va donner par la suite, quoi. Oui, non, mais moi, en fait, ce que je me rends pas compte, en fait, c'est ta semaine d'entraînement maintenant. Tu fais quoi dans... Parce que bon, de me dire, oui, tu roules, tu nages et tu cours. Mais, enfin, j'imagine qu'il y a... Non, non, elle tricote. Elle tricote, Bertrand. Ah, mais moi, je tricote un peu, mais... Enfin, je pense que tu fais de la musculation, du renforcement, tu as une grosse place parce que tu parles de dire courbature, donc ça veut dire que la casse musculaire, elle est importante sur ces disciplines-là. Donc j'imagine c'est ça aussi, le passage de plus courte distance à des longues distances, c'est d'arriver à encaisser ces chocs musculaires répétitifs qui sont beaucoup plus longs et nombreux. Ouais, ouais, c'est clair. Bah, du coup, maintenant, on le voit beaucoup, hein. Il y a beaucoup de triathlètes qui se mettent à la musculation. Et je pense que tous les triathlètes de haut niveau font de la musculation. Et c'est hyper important. Et du coup, c'est vrai que je m'y suis mise aussi. Et ça m'a bien aidé bah, du coup, pour encaisser le vélo et pouvoir partir sur le semi-marathon sans... bah, j'ai des douleurs musculaires, mais beaucoup moins importantes que Mm. ça a été au début. Donc voilà, je me suis bien renforcée. Et c'est vrai que ça m'a aidé là-dedans, la musculation. Et bon, après, les entraînements, ils changent du court distance, bien sûr, parce que du coup, il y a une part plus importante qui est pour le vélo et la course à pied. Et j'ai diminué un petit peu mon volume en natation. Mm. Mais après, ça restait quand même des entraînements qui ne changeaient pas non plus énormément, énormément par rapport aux courtes distances. Voilà, on reste quand même enfin, il y avait pas mal d'entraînements qui se ressemblaient. On continue quand même à faire de la PMA, même si on part sur du longue distance. Enfin, moi, je continue à faire des entraînements comme ça. Après, bien sûr, il y a plus d'entraînements seuil, à rester longtemps sur des allures half, même Ironman. Mais voilà, c'est pas non plus le jour et la nuit par rapport aux entraînements court distance. Et j'imagine quand même qu'il y a un gros changement, c'est sur le plan de la nutrition, de l'alimentation. Enfin, parce que tu dis à Cannes-sur-Mer, finalement, tu nous as pas dit pourquoi ton premier, il s'était mal passé. C'était quoi qui s'était mal passé? C'est quoi qui a vraiment cloché en fait? Alors je sais pas si je me souviens plus trop si je m'étais bien alimentée ou pas. Je pense que pas assez, comme beaucoup quand on commence le long distance. Mais après en fait j'avais déjà fait un long distance à Mm. Cannes que je n'avais pas terminé et où j'étais partie beaucoup trop vite. Et Mm. en fait à Cannes-sur-Mer, je m'étais dit là je veux vraiment finir. Donc en fait je suis limite partie pas assez vite. Enfin
j'étais vraiment, j'ai eu peur d'avoir la même sensation que j'avais eu à Cannes où j'avais été obligée d'abandonner parce que j'étais vraiment trop cuite. Et du coup, je suis partie sur des allures un peu basses et pour le coup, du coup, un peu trop basses, quoi. Mm. Et beaucoup de filles, ouais, enfin, je me faisais beaucoup dépasser et c'était un peu, un peu dur mentalement. Et pourquoi j'ai été mal? Bah, je pense que déjà mentalement, du coup, j'y étais plus trop parce que j'étais un peu sortie de ma course quand j'avais vu que j'étais plus dans le top 5. Et puis, et puis après, en course à pied, ouais, j'avais eu vraiment des douleurs musculaires. C'était plus musculaire qu'autre chose, je pense, Mm. sur la course. Je pense que j'étais pas assez, ouais, renforcée musculairement. Et puis aussi, bah voilà, faut le dire, c'est vrai que bah j'aime gagner des courses, j'aime faire des podiums. Et c'est vrai que quand j'étais sortie top 5, j'étais un peu déçue et j'étais en mode, bon bah voilà, je veux finir la course, mais j'étais plus trop dans la course, quoi. J'étais juste en mode finisher. Alors, on le sent bien l'esprit de compétition, hein. Tu sors de l'eau top 5, ouais, bof, et t'es plus dans la course. Sur Alf, quand même, il reste quelques heures de course, non? Bah, j'étais sortie de l'eau avec les premières, mais c'est après en vélo en fait que je m'étais fait doubler. Et c'est vrai que bah ouais, on n'aime pas ça hein, quand on est compétitrice, se faire doubler et voir qu'on n'arrive même pas à accrocher. C'est pas plaisant. Donc surtout quand on a l'habitude de faire du court distance et que c'est vraiment différent, qu'on peut bah, voilà, sur court distance, si tu te fais doubler par un groupe, tu t'accroches dans la roue et tu suis. Il y a une dynamique de course, quoi, alors que sur longue distance, t'es seul face à toi-même. Et si t'es pas bien, bah tu peux pas te mettre dans la roue, c'est pas possible, c'est interdit. Donc c'est vrai que c'était tout nouveau pour moi et c'était dur de se retrouver seul en vélo, c'est quand même long, quoi. Sur 90 km, il y a des moments où t'es un peu, tu te demandes ce que tu fais là, quoi. Ouais, ça aurait pu être aussi une stratégie de course. Peut-être que tu as un peu plus maintenant, mais de se dire bon bah effectivement ça passe, je laisse passer, j'attends que ça aille mieux, et puis dès que ça va mieux, je me remets en mode plutôt courte distance, je rattrape, et puis après je vais chercher en course à pied. Là t'étais vraiment dans le bad dès que t'as vu les filles qui passaient. Ouais, c'est ça, ça m'a mis un coup au moral. Et encore maintenant, hein, faut que je travaille là-dessus parce que encore maintenant, quand bah souvent j'arrive à sortir aux avant-postes en natation et pour l'instant, bah c'est un peu mon point faible le vélo et quand je me fais doubler, bah ouais, ça me met encore un coup au moral et j'arrive pas à me dire allez, reste focus. Des fois j'arrive à le faire, mais pas toujours. Des fois ça revient cet esprit un peu pas terrible en fait parce que bah je sors toute seule de ma course à cause de ça alors que bah finalement la course elle est très longue. Et je peux très bien avoir un coup de moins bien et puis après me sentir mieux et revenir. Mais je peux pas m'en empêcher. Et c'est vrai que bah voilà, la prépa mentale, il faut que je m'y mette un peu plus et ça pourrait m'aider là-dessus, je pense. Bon, rappelle-le-moi, j'ai un contact, enfin j'ai quelques contacts à te partager sur la prépa Ah, mentale je si veux tu veux. bien. Donc tu disais que c'était vraiment compliqué cette course-là. Malgré tout, ça t'a fixé un challenge, ça t'a mis un objectif de continuer, de voir. Enfin, ce que je comprends, c'est que le challenge c'était là j'ai pas réussi. Il y a des améliorations à faire. Voyons voir si ces améliorations que je vais essayer de mettre en place vont me permettre d'aller chercher autre chose. Bon, finalement, ça a payé parce que tu as été chercher des podiums, tu as été chercher des victoires. C'est un, ça a pris combien de temps tout ça, ce changement, cette évolution de ton corps, mais de ton mindset aussi. Alors, bah, en fait, la première année où j'ai fait Cannes-sur-Mer, donc j'étais quand même encore un peu trop focus sur les grands prix, sur la D1, et du coup, j'arrivais pas à me mettre totalement dans les entraînements en longue distance. C'est vrai que j'avais envie de vraiment réussir les D1 et bon, quand tu te prépares pour des longs, il faut quand même rester focus et faire plutôt des entraînements un peu plus spécifiques. Et du coup, voilà, j'arrivais pas à me mettre à fond en longue distance. J'avais toujours la D1 qui me titillait où je me disais j'ai envie de faire vraiment des bonnes courses et j'arrivais pas à le mettre en second plan. Et du coup, l'année d'après, par contre, je me suis dit, allez là, bah, si tu veux réussir en longue distance, va falloir mettre en second plan les D1 et accepter d'être un peu moins forte sur les D1 et te mettre à fond sur les entraînements longue distance. Et du coup, c'est ce que j'ai fait et
c'est là où, du coup, de nouveau sur Cagnes-sur-Mer, où c'était les championnats de France en 2021, il me semble. J'ai réussi à faire une course vraiment pas trop mal. J'étais sortie première de l'eau, il me semble, avec Julie Yemolo. Et Manon Jeunet était assez vite partie devant. Et en fait, moi, je m'étais retrouvée deuxième. J'avais posé, il me semble, le vélo deuxième ou troisième. Non, troisième, je crois, juste derrière Julie. Et j'étais partie en course à pied en deuxième position. Donc, j'étais vraiment super contente parce que c'était du coup, mon troisième longue distance si on compte Cannes où j'avais abandonné. Et, euh, et en fait, voilà, j'avais vu qu'il y avait eu un gros progrès, même si malheureusement, au bout du 15e kilomètre, j'avais mis un peu le clignot et j'étais arrivée finalement cinquième. Je m'étais fait doubler vraiment, du coup, par trois filles sur les 5 derniers kilomètres. Ça avait été compliqué. Mais j'avais vu quand même une nette amélioration par rapport à l'année d'avant où dès le vélo, ça avait été super compliqué. Là, j'avais pris plaisir. Donc, ce qui n'avait pas été le cas l'année d'avant. J'avais pris beaucoup de plaisir et puis j'avais réussi quand même à faire cinquième de championnat de France où il y avait vraiment toutes les meilleures françaises. Donc c'était cool, quoi. Ouais, puis on va pas se mentir. Déjà, tu parlais de la D1 tout à l'heure. Je crois que la France, c'est quand même le pays au monde où on a la meilleure première ligue de triathlon, que ce soit des Français, des Françaises ou même des étrangers. Et ça permet aussi, pour ceux qui sont peut-être un petit peu en dessous, de pouvoir progresser, de pouvoir évoluer au contact des autres. Donc toi, t'étais encore en D1. Enfin, sur 2021, t'étais un peu moins, mais t'as fait une bonne partie de ta carrière en D1. Donc forcément, ça tire vers le haut. Et puis c'est vrai que les Françaises en triathlon sont quand même dans le top 10 mondial. Donc c'est sympa de faire un top 5 sur des premiers vrais championnats de France longue distance. Ouais, bah c'est clair. Franchement, j'étais quand même super contente, même si, au final, la troisième place a été à même pas 2 minutes, je crois. Donc ça s'était joué quand même dans un mouchoir de poche. Enfin, quand tu parles de longue distance, 2 minutes, c'est quand même pas grand-chose. Et, euh, et ouais, non, j'étais vraiment super contente. Et puis après, ça m'a lancée et je me suis dit, il y a quelque chose à faire, quoi. T'étais deuxième jusqu'à la pause du vélo, jusqu'au 15e kilomètre à pied. T'es capable de le faire. Et du coup, ça m'a vraiment motivée à bloc. Et c'est à partir de là où vraiment, j'ai senti que je pouvais faire quelque chose sur longue distance, quoi. Quel enseignement, justement, ça t'a permis de tirer au-delà du fait que tu sentes que tu es capable de faire quelque chose, mais comment est-ce que tu as transformé l'essai? Comment, en fait, de cette presque victoire en faisant un top 5 au championnat de France, tu en sors des enseignements et tu arrives après à évoluer vers bien mieux? Qu'est-ce que tu as changé? Qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que c'était au niveau du mindset? Est-ce que c'était au niveau des entraînements? Est-ce que c'était au niveau de la récupération, de la nutrition? Enfin, qu'est-ce que tu as mis en place justement pour pouvoir évoluer vers ce Graal d'aller gagner les championnats de France, voire même au-delà? Alors, je pense que ça a été surtout ouais au niveau du mindset en mode bah voilà, tu peux le faire donc ça m'a vraiment fait du bien mentalement de me dire que je pouvais faire des bonnes courses sur longue distance et surtout bah ce qui va aussi beaucoup changer, c'est que le fait de faire des entraînements spéciaux pour les longues distances, j'ai pris plaisir alors que l'année d'avant, j'avais pas pris trop de plaisir quoi. Donc je me suis dit allez, tu peux enfin si tu t'entraînes bien et que tu résistes musculairement sur cette discipline, tu prendras du plaisir comme tu prends sur les D1 et tu pourras faire des belles choses. Et c'est à partir de là ouais, que je me suis mis vraiment à fond là-dedans, quoi, parce qu'avant, enfin, ouais, avant ça, c'est vrai que j'étais entre les deux. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue le long distance alors que ça m'a pas trop plu ou je reste sur le court? Je savais pas trop. Et là, à partir de là, c'était un peu le déclic. Allez, c'est bon, je me mets à fond dans le long distance et ça me plaît, quoi. Oui, du coup, ça veut dire quoi, se mettre à fond dans le longue distance? Tu changes, donc tu nous l'as dit, tu as un petit peu changé ta répartition au niveau des entraînements, mais tu changes ton volume horaire par semaine, tu augmentes beaucoup le vélo, beaucoup la course à pied. Qu'est-ce que tu as changé dans ces entraînements pour passer du mode entraînement courte distance au mode entraînement longue distance? Non, en fait, ce qui a surtout changé, c'est que du coup, j'étais dans un club de D1 où, du coup, ils me demandaient d'être là sur quasiment tous les grands prix. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, bah, si tu veux faire du longue distance et que tu veux faire, enfin, là, du coup, en fait, je faisais une D1, il y en avait une en mai, une en juin, je sais plus trop, enfin, non, une en mai, deux en juin et deux en septembre. Et du coup, si tu veux faire du long,
c'est compliqué de caler en plus de ça 5 courses qui sont des courses très intenses et des courses qui aussi t'obligent à faire des déplacements qui sont fatigants, etc. Du coup, enfin, à partir de là, j'ai réfléchi et je me suis dit, allez, j'arrête la D1. Ça a été dur quand même parce que c'est une discipline, enfin, j'aime beaucoup ça. Et du coup, ça a été dur à prendre comme décision. Et c'est à partir de là où je me suis dit, allez, je vais au Team Nissa, on va monter une petite équipe en D3 sans se prendre trop la tête. Comme ça, je fais moins de cours sur le court distance et je me mets plutôt à faire plus de courses sur longue distance pour faire plus d'expérience et du coup prendre de l'expérience sur chaque course. C'est hyper important pour tout ce qui est nutrition et puis même voilà, ça permet de voir, de savoir un peu si je fais des erreurs, essayer de pas les reproduire sur les prochaines courses. Donc il y a rien de tel de faire des courses, hein, tout simplement. Et du coup, c'est à partir de là, ouais, donc j'ai arrêté la D1, j'ai changé de club et je me suis mis à faire plus de courses, tout simplement. Combien tu fais de courses dans l'année maintenant que tu es sur du longue distance? Alors cette année, j'en ai fait un peu trop. En fait, j'ai même pas compté, mais j'ai dû en faire, je pense. J'ai fait aussi des courses de courte distance parce que du coup, on est en D2 Hmm. maintenant. On était en D2 cette année avec la Team Nissa. Et j'ai même pas compté, mais je pense que j'en ai dû en faire au moins 12. Mais ouais, l'an prochain, j'en ferai pas autant. En fait, cette année, ce qui s'est passé. Et 12 sur du half, sur du full Ironman. Parce que c'est vrai qu'on définit le longue distance à partir du half Ironman, mais donc c'était 12 half. Non, non, j'ai pas fait 12 half. J'ai dû faire, je pense, 5 ou 6 half. Et j'ai fait 3 D2. Et après, j'ai fait les Fit Days. Donc, il y avait plusieurs courses en plusieurs jours. C'était pas facile. Et, et j'ai fait le M d'Embrun. Donc, ouais, j'ai pas trop compté. Mais voilà, en tout, j'ai dû faire peut-être 5 ou 6 half et plus les courtes distances. Parce que j'aime toujours le court distance quand même. Donc, je garde un petit pied dedans. Mais ouais, ça doit être ça. Et en fait, non, c'était beaucoup trop. En fait, au début de saison, j'étais pas très bien. Donc, j'ai pas pu faire beaucoup de courses et j'ai voulu me rattraper entre guillemets à partir du mois de juin et en fait j'ai fait trop de courses du coup et après j'étais un peu cramée sur la fin de saison donc je me suis dit que l'année prochaine j'allais pas faire cette même erreur et même si j'ai envie de faire plein de courses j'essaierai de me canaliser. Bon, Bertrand, t'as vu, hein, quand on parle de course à pied, de marathon, on dit souvent qu'il faut plusieurs semaines pour récupérer d'un marathon. Chez les triathlètes, on laisse pas beaucoup de semaines pour récupérer d'un half Ironman qui est une épreuve autrement plus traumatisante qu'un marathon. Non, non, mais les triathlètes ont un mode de vie qui, moi, est épatant, parce qu'on parlait des heures d'entraînement. Je disais l'autre jour en plaisantant avec avec un autre triathlète, je disais, mais dans le triathlon, en plus, vous avez toujours des tactiques, des technologies qui arrivent avant les autres, des vélos qui sont des fois bizarres. Hein, quand même, faut le dire, il y a des trucs un peu bizarres qui arrivent, des espèces de trucs qui sont un peu étranges. Et aussi dans les tactiques d'entraînement, dans les stratégies, je trouve qu'il y a beaucoup d'innovation en fait dans le triathlon. Alors, je sais pas si en longue distance il y en a autant que sur les autres parcours, mais il y a plein de choses on a l'impression que vous pouvez tester beaucoup de choses. Est-ce que dans une partie de la saison, tu vois, comme là, toi, tu découvres ces formats, tu montes de plus en plus. Est-ce que chaque année, tu vois, tu as une part d'innovation qui est importante en disant, faut vraiment que j'essaie des nouveaux trucs, tu vois, à quel point tu renouvelles ton entraînement d'année en année en fait? Bah en fait cette année du coup là ça fait 3 ans que j'étais avec le même coach et cette année j'ai changé de coach et bah du coup ça va être un peu de la nouveauté et Mm. puis je pense que c'est important de renouveler pardon son entraînement bah ouais je pense tous les 3 4 ans parce qu'en fait le corps il s'habitue à une certaine forme d'entraînement et ça peut créer des adaptations qui enfin du coup en fait il s'adapte plus justement il reste sur un peu le même stimulus et le fait de changer d'entraîneur et de forme d'entraînement, bah, je pense que du coup, le corps va devoir créer des nouvelles adaptations et forcément, ça va me faire progresser. Enfin, en tout cas, je l'espère. Et tu vois, et je reviens sur le coup de la nutrition parce que finalement on n'en a pas trop parlé. Et l'autre jour, je parlais avec notamment un triathlète et je disais, on parlait des glucides, tu sais, d'alimentation, etc. Et je disais, ouais, alors dans la course, on parle beaucoup, il faut tant de glucides à l'heure, etc. Et il me dit, ouais, mais dans le triathlon, on est encore plus loin, on va encore en plus et tout.
Alors, je dis, mais attends, t'arrives à ingurgiter, à manger autant que ça? Il m'a dit, bah oui. Alors, tu vois, je me pose la question, toi qui es pro, en stratégie nutritionnelle, à peu près qu'on se rende compte, hein, je te demande pas un plan précis, mais la nutrition sur une course, sur un half, disons, pour que les gens se rendent compte, ça représente quoi? Tu calcules en glucides par heure, tu calcules comment en fait pour prévoir ta nutrition? Du coup, moi, sur Alf, bah déjà, avant de partir au départ, je prends un gel donc caféiné, donc Mm. pour me réveiller un petit peu et pour être bien sur la natation. Et après, en fait, sur le vélo, quelque chose qui me correspond bien, c'est de prendre un gel toutes les demi-heures. Donc, le gel, il doit faire, ouais, il fait 50 grammes. Donc, au final, ça fait quasiment, ouais, du 100 grammes par heure. Et au final, moi, c'est ce dont j'ai besoin parce que enfin, j'ai remarqué que de toute façon, j'arrivais à bien l'assimiler. Et, euh, et si je prends pas tout ça, bah, enfin, j'ai l'impression d'être moins performante. Donc ouais, bah, ça aussi, c'est grâce à l'expérience sur les courses. En fait, ça m'a appris à m'alimenter et à savoir ce dont moi j'avais besoin. Et là, cette année, bah, du coup, je vais passer sur full distance, donc ça va être encore autre chose. Il va falloir que, je pense, je m'alimente encore plus et que, bah, du coup, j'espère pouvoir supporter autant de glucides sur autant de temps, quoi. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu testes déjà à l'entraînement ta stratégie de nutrition? Donc tu disais full distance, c'est-à-dire on passe sur Ironman complet, 3,8 de natation, 180 de vélo et un marathon, Bertrand, pour terminer. Est-ce que tu peux te contenter juste de doubler le volume de ta nutrition, ou est-ce qu'il faut ajuster? Comment tu testes ça à l'entraînement, finalement, pour quelqu'un qui voudrait monter sur Ironman ou qui voudrait, après avoir fait plusieurs saisons sur Alf, passer sur la distance? Quel conseil tu pourrais donner? Après, chacun est différent et chacun peut supporter tant de glucides. Il y en a qui vont pas supporter de prendre autant que moi je le prends. Mais voilà, ce qu'il faut faire, c'est vrai, c'est s'entraîner bah, à l'entraînement, enfin, à essayer d'assimiler le plus de glucides possible. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je vais essayer de faire. Voilà, de me dire, bah là, j'ai 4 heures de vélo, voir si j'arrive à supporter de prendre 100 grammes de glucides par heure ou si au bout d'un moment, je peux plus, quoi. Et c'est vrai que ça, il faut le travailler dès l'entraînement parce que si tu arrives en course et que bah, déjà tu testes des nouveaux gels et que tu testes une méthode, bah, enfin, si tu as de la chance, ça peut passer. Mais il y a peu de chances que ça passe quand même. C'est vrai qu'il faut jamais tester les choses à l'entraînement, en compétition, et faut les tester à l'entraînement pour être sûr que ça passe le jour J, quoi. Ah, ça, on ne l'aura jamais assez dit. Et pour ceux qui en doutent encore, achetez le livre Devenir triathlète et puis vous verrez dans la partie que j'ai coécrite, eh bien, je l'inscris bien. Et limite, j'aurais voulu le mettre en gros, en rouge, en faire un titre de chapitre. On ne teste jamais rien en compétition. Notamment des tubes de crème solaire. Mais ça, c'est autre chose. Bertrand, interdit de rire. C'est quoi cette Non, histoire? parce que pour la petite histoire, sur Marathon Niscan, j'étais parti sur mes ravitaux, j'ai tout préparé la veille, j'ai rechecké le matin et je suis parti. Et au 26e kilomètre, je vais pour avaler un tube un gel. Et en fait, c'était pas un tube de gel, c'était un tube de crème solaire. Et je m'en suis rendu compte une fois que j'avais commencé la première gorgée. Ça devait pas Voilà. Donc on ne teste rien en compétition. être sympa. Mais au moins, il a pas pris de coup de soleil au boyau, donc c'est le principal, tu vois. Il est encore là, il est encore présent. Mais bon, et c'est vrai. Non, mais après, tu vois, c'est intéressant l'histoire des glucides parce que moi, l'entraîneur me disait ouais, on monte jusqu'à 150, mais c'est vrai qu'il y a une question d'entraînement, il y a une question de tolérance, il y a une question de goût personnel. Parce que moi, tu vois, tu me dis ça, c'est ce qui me fait peur d'ailleurs. Je me dis, oh, attends, s'il faut que je prenne autant. Il y a un entraîneur de vélo, il m'a dit, ouais, il faudrait que tu prennes 90, tu vois. Et tu sais, moi, je prends mes sticks de miel, je dis, attends, il faut que j'en mange un tous les X minutes. Je dis, mais je fais que ça, tu vois, je fais que ça. Et c'est pour ça que c'est une vraie question, l'entraînement, je pense qu'il pose beaucoup de problèmes à beaucoup de personnes, parce que j'en ai parlé avec plein de gens. Tu vois, il y a une question aussi de dire, euh, tu, où tu les mets tes gels, tu vois, t'amènes tous tes gels avec toi, est-ce que tu as des ravitaillements, tu vois, dans les courses, parce que quand tu es de l'extérieur, tu sais pas trop. Tu vois, on m'a dit oui, sur le vélo, tu peux en mettre. Et je dis oui, mais attends, si tu pars avec 20 gels dans les poches, tu les mets où? Alors, tu vois, ça fait partie des questions. Alors, ça peut paraître très débutant, mais je pense tu vois, moi, c'est des questions logistiques. Je me dis, comment tu gères ce truc-là, en fait?
Alors, bah, c'est vrai que maintenant, les vélos contre la montre, ils sont bien faits. Et il y a une box, en fait, où on peut mettre les gels. Et puis, donc, enfin, moi, ils rentrent pas tous. Mais Hmm. après, bah, le reste, en fait, je les mets dans les poches de la trifonction derrière, tout simplement. Et du coup, ça me permet de mettre... bah, je mets 3 gels. J'arrive à mettre 3 gels dans la box, plus, on va dire, une petite barre fine. Et Hmm. puis, le reste dans les poches, tout Ouais. simplement. Bah, je Et dis, puis après, non, mais moi j'ai de la bagagerie, c'est sur mon vélo. Alors moi, je peux en mettre plein. Hein, moi, je peux mettre 50 barres protéinées, je peux mettre plein de trucs, ça. Non, mais moi, tu sais, je fais du gravel, je fais du bikepacking, je suis parti faire du vélo pendant 9 jours d'affilée. Mais c'est vrai que c'est la question que j'avais posée et c'est intéressant parce que tu peux te dire après, comment tu gères ce ravitaillement, comment tu gères ça. Et c'est pas si simple que ça, en fait. Moi, je trouve ces questions de logistique et je me rends compte, ça pose beaucoup de problèmes à beaucoup de gens quand on se lance dans ces disciplines-là. Parce que finalement, c'est quand même un plan qui est vraiment super important pour pas tomber en panne d'essence et que ça devienne vraiment l'horreur sur la suite de la course, quoi. Ouais, surtout quand tu cherches la performance en fait, parce que à la limite tu pars en bikepacking, t'as un point A, t'as un point B, et puis l'essentiel c'est que t'arrives à ton Ouais. point B. Tu peux te permettre, même à l'ancienne, de scotcher avec du Chatterton, des barres, des gels, tout ce que tu veux sur ton vélo. Quand tu cherches la performance, t'as pas le droit à l'erreur, et c'est comme, pour reprendre l'image du foot, hein, quand un joueur de foot envoie le ballon à son coéquipier, il a même pas besoin de voir où il est censé savoir où il est, presque au millimètre près. Et là, pour tes gels et pour tes barres, pour ton ravito de manière générale, c'est pareil. Tu vas pas les chercher, Justine, j'imagine. Tu sais où elles sont. Hop, tu sais que c'est dans ta box. Tu sais quel gel tu vas aller chercher. Tu sais que c'est un moment, c'est la barre. Et tu réfléchis pas en fait. L'objectif c'est d'aller tout droit et c'est pas de réfléchir à ces bah, éléments-là. c'est ça, mais mine de rien, au début, c'était un stress supplémentaire parce que, bah voilà, sur le court distance, sur D1, en fait, je prenais un gel avant le départ et puis après, je mettais un gel à côté de mes chaussures de course à pied au cas où. Mm. Mais bon, voilà, sur 1 heure d'effort, en général, je prenais rien du tout. Donc, j'avais pas ça à penser. C'était juste aller à fond du début à la fin. Et puis, c'était quelque chose que je faisais depuis que j'étais minime. Donc, voilà, c'était pas trop, c'était plus trop stressant à la fin pour moi. Et c'est vrai que bah après sur mes premiers longues distances, maintenant ça va mieux, mais au début c'était un stress supplémentaire de se dire est-ce que j'ai pris assez de gel, est-ce que je vais pas tomber en hypo, est-ce que je vais pas en prendre trop. Et bah après de toute façon il y a que l'expérience qui fait que au bout d'un moment tu sais ce dont tu as besoin. Mais au début ouais c'était quand même stressant toutes ces questions-là que je me posais pas avant sur court distance. Et finalement, maintenant, bon, ça y est, c'est ancré. Mais au début, ouais, c'était quand même assez stressant toutes ces questions dont j'avais pas forcément la Mm. réponse. Parce qu'au final, on peut te conseiller, mais après, il y a que toi qui sais ce dont tu as besoin au fur et à mesure des compétitions. Ouais, au fur et à mesure, quand tu commences à prendre de l'expérience, tu commences à savoir ce dont tu as besoin. Mais au début, c'est pas évident, quoi. Et tu vois, j'ai une question subsidiaire sur les histoires de glucides, d'alimentation et tout. Est-ce que tu t'es aidé de capteurs, tu sais, parce parle beaucoup des super sapiens, on parle beaucoup des tests de lactate aussi, toutes ces choses-là. C'est des choses que tu utilises, toi, dans ton entraînement, ces outils-là, ou finalement tu fais plus au ressenti, à la sensation? Bah, du coup, le Super Sapiens, je l'ai utilisé cet hiver pour voir un peu ce que ça donnait. Et bah, c'est vrai que du coup, ça m'a donné des indications, mais après, enfin, maintenant que j'ai les indications, en fait, Mm. après, t'as pas besoin de le porter H24. Enfin, moi, j'ai pas l'impression d'en avoir besoin tout le temps. Et du coup, voilà, ça m'a donné des indications un peu sur les entraînements et tout ça, mais j'ai pas non plus trouvé ça indispensable, quoi. Franchement, je pense qu'on peut s'en passer. Mais est-ce que tu peux t'en passer parce que tu l'as testé cet hiver, mais pas encore justement en condition de course? Est-ce que sur ton premier long, tu vas le prendre, alors que ce soit un half ou un full, hein, pour voir justement quelle est la réaction de ton corps au fur et à mesure de l'effort, voire à chaque ravitaillement, ou tu restes sur l'idée que bah, finalement tu te connais suffisamment bien pour pouvoir gérer un petit peu à la sensation sans forcément avoir besoin d'un indicateur supplémentaire ou d'un appareil supplémentaire? Bah, c'est vrai que sur Full, comme ça va être nouveau pour moi, ce sera peut-être intéressant à ce moment-là de le refaire, enfin de retester un petit peu et de remettre un capteur. Mais sur Alf, je pense que du coup maintenant, je sais ce dont j'ai besoin et je le remettrai pas sur les Alf. Mais c'est vrai que sur Full, ouais, du coup, ça va être nouveau et du coup, de nouveau, il va falloir que je teste des nouvelles choses, quoi. Bon, tout à l'heure, on rigolait un petit peu en off avec Bertrand qui disait qu'il admirait ta magnifique foulée de course à pied. Comment est-ce que tu travailles justement ça? Parce que effectivement,
enfin, suivant la distance que l'on va courir en course à pied, on n'adapte pas forcément la même foulée. Tu viens du très court, puis du court, maintenant du half, tu te diriges vers le full. Est-ce que tu adaptes un petit peu ta foulée ou tu restes très élancé avec une foulée très longue et très aérienne? Bah ouais, j'essaye de travailler un peu là-dessus, de cadencer un petit peu plus pour du coup avoir une foulée un petit peu moins chronophage, enfin je veux dire qui prennent trop d'énergie. Du coup ouais enfin pour moi la bonne manière c'est de d'essayer de mettre un peu plus de cadence pour que ça prenne un peu. Enfin déjà c'est vrai que on voit de plus en plus les coureurs ils ont quand même une foulée vachement cadencée et ça leur permet d'être plutôt sur l'avant du pied et et de mettre moins d'énergie à chaque impact. Et je pense que du coup, pour le longue distance, c'est hyper important d'avoir une foulée qui est un peu plus, qui ressemble un peu plus à ça. Alors que sur le court distance, ouais, c'est vrai on peut se permettre d'avoir une foulée un peu plus allongée, mais sur le long, je pense que ouais, faut essayer d'avoir une foulée ouais, qui utilise le moins d'énergie possible. Bon, après, sur un 10, à la vitesse où tu le courais quand tu faisais du court distance, forcément, y avait quand même de la vitesse et de la cadence. Tu devais même pas avoir l'impression de poser le pied, là, tu volais, non? Bah après, même, enfin, sur 10 même sur 10 je pense qu'il faut essayer d'avoir quand même une bonne économie d'énergie. Après, c'est sûr que j'y réfléchissais un peu moins. Je me disais, enfin, c'était un peu plus naturel, on va dire. Mais là, sur long, voilà. C'est vrai que pour courir un marathon, il faut penser à ça et c'est hyper important d'économiser son énergie le plus longtemps possible parce que bah, forcément, arriver au 30e, voilà, j'en ai encore jamais fait de marathon, donc ça va être la surprise, mais tout le monde me parle du 30e comme étant un peu fatal. Tiens, justement, t'en as jamais fait de marathon. Est-ce que d'ici ton premier full, d'ailleurs tu nous as pas dit lequel c'est, est-ce que t'as déjà fixé la date et le lieu, mais d'ici ton premier full, est-ce que t'envisages de courir un marathon, de faire la distance complète en vélo? Bon, les 3-8 en natation, forcément, ça c'est encore une hérésie de ce sport. En natation, on nage beaucoup plus à l'entraînement qu'on nage en compétition. Par contre, en vélo et en course à pied, c'est quand même rare qu'à l'entraînement on fasse les distances. Mais est-ce que toi, t'as déjà prévu, ne serait-ce que de façon séparée, sur des entraînements ou sur des compétitions, de faire à la distance complète? Alors, bon, en vélo, j'ai déjà fait des longues sorties. Ma plus longue, ça a été 250 kilomètres. Quand j'avais fait le tour de la Réunion l'an dernier, c'était sympa. Non, après, je veux pas dire que ça me fait Puis le Tour de la Réunion, c'est tout plat, donc. pas. Non, il y avait pas. Je crois qu'il y avait 2000 de dénive. C'était pas non plus. Bon, c'était déjà bien, mais. euh, Au final, 2000 sur 250, C'est ça plat, va, c'est plat. ça fait 10, c'est plat, quoi. Non, du coup, bon, on va pas dire que ça me fait pas peur parce que si, ça me fait peur de faire 180 km après 4 km en natation. Mais je pense que ce qui me fait le plus peur, ouais, c'est effectivement les 42 km à pied que j'ai jamais fait ni à l'entraînement ni en compétition. Et non, mais du coup, je ferai pas enfin, de marathon avant mon full distance. J'aurais pas, je pense, le temps de le faire. Et du coup, ouais, pour répondre à ta question, celui que j'ai choisi, c'est l'Ironman de Nice, donc le 16 juin. Bah, parce que du coup, c'est à la maison, je pourrais repérer le parcours en long, en large, en travers, et je pourrais, enfin voilà, c'est chez moi, je pourrais dormir chez moi la veille, je pourrais tout faire à la maison, j'aurais pas besoin de faire de déplacement et j'aurais la famille et les amis qui seront là pour m'encourager. Je pense que c'est super important, surtout pour un premier full, d'avoir d'avoir du monde et d'être soutenu, quoi. Bon, tu connais le parcours à Nice, hein. L'avantage, c'est que tu vas souffrir les 90 premiers en vélo, et après, ça descend. Donc après, tu fais tourner les jambes pour après partir sur ton marathon. Tu vois, c'est pas mal comme préparation pour un premier marathon de tourner un peu les jambes avant. Ouais, je pense que le parcours, il sera, enfin, je vois déjà par où on passe parce que voilà, je les ai déjà fait en plusieurs fois à l'entraînement et je pense que c'est un très très beau parcours, donc ça va me plaire. Après, voilà, ça va être premier Ironman de toute ma vie, voilà, c'est pas rien et c'est vrai que c'est pas si mal de me dire bon.
en gros, tu as 90 kilomètres où tu vas un petit peu souffrir et puis après, tu vas pouvoir un petit peu récupérer après le marathon. C'est vrai que c'est bien de pouvoir souffler un petit peu, de refaire un peu baisser le cardio et après pour partir sur le marathon. Et c'est vrai que ça me fait vraiment peur. Je pense que je vais stresser comme un bébé avant cette course parce que bah voilà, ça va être tout nouveau et mais en même temps, je suis hyper excitée de faire un Ironman cette année. Ça va être une belle expérience. Moi, j'espère. Tu t'es déjà fixé des temps? Tu t'es déjà fixé des objectifs sur la natation, sur le vélo, sur la course à pied ou tu y vas vraiment en mode découverte? Non, pour l'instant, bah, j'ai pas du tout fixé de temps. Après, je pense que voilà, le parcours, je le ferai sûrement quelques fois à l'entraînement, donc ça pourra me donner une idée. Après, sur le marathon, voilà, comme j'en ai jamais fait, bah, je partirai sur un pace que j'essaierai de tenir le plus longtemps possible. Mais c'est dur de se dire, voilà, je vais faire tel temps précisément, parce que tu sais jamais trop ce qui peut se passer le jour de la course. Il peut y avoir tellement de voilà, s'il fait super chaud, ça peut être rendre les choses hyper difficiles. S'il y a beaucoup de vent aussi, enfin, voilà, je pense que on verra le jour J et déjà terminer le full, ce sera déjà une belle chose. Oui, mais en fait, après, bon, dans le sud, vous êtes plein, il y a beaucoup de, vous êtes tous dans le sud, enfin, je dis pas tous dans le sud, moi je connais rien, mais vous êtes quand même beaucoup dans le sud et tout. Et il y a plein d'événements aussi. Et moi, j'avais reçu Julie Yemolo dans un de mes podcasts, et elle a fait podium à l'Ambraman. Alors, qui est quand même un format qui est vraiment costaud et tout. Est-ce que ça peut te donner des idées, tu vois, quand tu regardes, j'imagine que vous croisez, vous discutez, en plus vous avez des performances, vous n'étiez pas très loin dans les niveaux et tout. Est-ce que ça te donne des idées, tu vois, te dire, bah, ce genre de course-là, peut-être sur un défi, peut-être, alors pas maintenant parce que il faut apprendre et tout. Est-ce que ça peut te donner des idées quand tu vois par exemple une Julie Yemolo qui dit bah tiens elle est capable d'aller faire un podium sur l'Ambraman, de dire bah il y a peut-être des trucs qui sont peut-être un peu différents, tu vois, par rapport à ce que tu connais des compétitions, des types de compétitions qui sont peut-être plus je sais pas comment on pourrait dire ça, je sais pas comment on les appelle, moi je les appelle pas plates, mais tu vois, enfin, c'est plus basé sur des temps, où ça ressemble plus à des défis, tu vois, où c'est vraiment un défi très particulier, l'Ambraman. Ça te donne des idées, ça, ou pas? Bah, l'Ambraman, en plus, c'est vrai que c'est une course qui m'a toujours donné envie quand même. Voilà, c'est un parcours incroyable. Et c'est vrai qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que l'an dernier, on va dire un mois ou 2 mois avant la compète, je m'étais dit, mais pourquoi pas en fait la faire en mode sans prise de tête, Mm, sans forcément d'entraînement spécifique pour ça, et en mode finisher, en mode voilà enfin grosse journée d'entraînement. mm. Et finalement, je me suis pas inscrite. J'ai eu un peu peur. Et c'est vrai que j'ai vu que Julie, elle, s'était inscrite et je me suis dit ah ouais, mais bah en fait, on a eu un peu la même idée la même année. Enfin, je sais plus si je lui ai dit ou pas, mais c'est vrai que j'avais hésité longuement à m'inscrire à cette course. Et du coup, ouais, forcément, de voir qu'elle a super bien réussi son premier full distance, ça donne de l'espoir. Je me dis que bah c'est vrai qu'on est à peu près pareil sur Alpha Ironman. Donc ça veut dire après ça veut pas vraiment dire grand-chose, mais peut-être que voilà sur full ben, moi aussi je peux bien y arriver et faire dès mon premier full une bonne place quoi. En tout cas, je l'espère. Bah écoute, en tout cas, c'est le pire qu'on te souhaite. Surtout que Nice est quand même assez costaud et puis c'est un bel Ironman. Encore une fois, un petit coucou à tous les Niçois et notamment à Yves Cordier qui organise ce triathlon. Justine, j'ai encore deux dernières petites questions. La première, le podcast s'appelle Devenir triathlète. Alors même si toi, t'as toujours baigné dedans, mais à ton avis, comment devenir triathlète? Bah comment Attention, Bertrand, il écoute, là, il prend des notes. comment devenir triathlète? Je pense que ça passe aussi quand on débute par s'inscrire dans un club pour bah, avoir des entraînements avec un coach, quelqu'un qui te conseille et qui te guide et qui peut te corriger techniquement. Je pense que c'est super important. Et aussi, bah, ce qui est super important, voilà, c'est d'avoir un groupe parce que bah, déjà c'est beaucoup plus motivant. Et puis voilà, c'est entraînant. Donc voilà, pour moi, pour devenir triathlète,
la base, c'est de s'inscrire dans un club et d'être entouré. Oh, bah écoute, merci. Dernière question, où est-ce qu'on te suit si on veut suivre tes aventures, si on veut voir si tu t'entraînes dans le même coin que nous, si tu progresses, si tu performes, si tu gagnes ce premier triathlon Ironman full distance en mois de juin 2024 à Nice? Bah, je suis très présente sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Donc voilà, vous pouvez me suivre sur Instagram. C'est Justine.Guérard, mon pseudo. Donc n'hésitez pas à me suivre et puis ça me ferait plaisir que vous me que vous suiviez mes performances. Eh ben écoute Justine, merci encore d'avoir répondu à nos questions. On a un tout petit peu débordé de 6 minutes sur le temps qui nous était imparti, mais j'espère que ça t'ira, ça t'empêchera pas de faire 300 mètres de plus à la Non. piscine. Bah, merci en tout cas, ça m'a fait plaisir et j'espère que ce podcast vous plaira. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.